Merci. Merci beaucoup. Heureusement que je parle relativement au début, parce que déjà la moitié de ce que je voulais dire a été dit. Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais parlé à la fin? C'est normal. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'urbanisme, de la ville souterraine ou de l'urbanisme souterrain. Et donc, mon approche, ça va être de dire, voilà, moi qui par ailleurs suis sociologue, urbaniste, comment est-ce que je réfléchis face à cette question, à cette thématique qui est l'urbanisme souterrain? Comment est-ce que je peux me poser des questions, donc un peu de l'extérieur, sur cet ensemble de démarches, de production, de pratiques? Et on m'a déjà, depuis le début de cette séance, donné quelques éléments de fil rouge. Le principal, c'est quand François Mancebo dit il faut s'intéresser aux usages. Et donc, moi, c'est un peu à partir de la question des usages que je vais raisonner, et donc à partir de la question évoquée de vivre en souterrain, et en même temps, avec le rappel de la contrainte qu'évoquait Catherine Vautrin, qui est la contrainte de la sobriété foncière. Et donc, quelle question se poser? Très souvent, et ça a été évoqué d'ailleurs très rapidement, très souvent en urbanisme, on voit des raisonnements du type « les gens ils veulent ça ». Ce qui plaît aux gens, c'est le pavillon avec les 4 murs, le jardin, etc., etc. Et là, il y a deux réponses, à mon avis, aussi peu pertinentes l'une que l'autre. La première consistant à dire « c'est pas bien, c'est pas vertueux, on le fait pas, et tant pis pour eux ». C'est moi qui ajoute le tant pis pour eux. On l'enveloppe un petit peu. Et puis, la deuxième réponse étant de dire « puisqu'ils veulent, il faut le faire ». C'est absolument pas une bonne réponse, ni l'une ni l'autre. La question c'est quelle satisfaction apporte, par exemple, le pavillon? Quelle satisfaction en termes d'usage, en termes psychologiques, en termes de représentation, de perception? Quelle satisfaction est-ce que ça apporte? Et comment est-ce qu'on peut donner ces satisfactions avec d'autres produits, avec d'autres productions? Et je dirais, je vais faire le raisonnement un peu inversé par rapport à la ville souterraine, qui va être de dire, bon, comment on se représente la ville souterraine, quels problèmes ça pose, et dans quelle mesure on peut y répondre, dans quelle mesure on peut faire bouger les choses. C'est un peu ça l'idée de la démarche. C'est pour ça que je rappellerai pour commencer des choses que vous connaissez bien, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on associe à la ville souterraine. Qu'est-ce qu'on associe à la fois en termes de fonction urbaine, mais aussi en termes de perception, en termes d'imaginaire. C'est des choses qui ont été bien travaillées, que tout le monde connaît, mais qui me paraît quand même un peu indispensable de rappeler en quelques mots. La première chose, et je vais l'accrocher à des questions contemporaines au passage, la première chose, c'est que il y a toute une image noire de la ville souterraine. C'est les bunkers, et vous voyez tout l'imaginaire autour des bunkers. C'est quand même la guerre qui est évoquée derrière. C'est le parking où on risque de se faire agresser. C'est toute une série de choses, les abris dans des moments difficiles, etc., etc. Toute une série de choses qui ne sont pas vraiment positives. C'est aussi, rappelez-vous l'histoire du gaz sarin, c'est aussi l'air qui peut devenir dangereux en souterrain, etc., etc. Ça renvoie, et à mon avis c'est pour ça qu'il faut le rappeler, ça renvoie à une problématique très contemporaine, qui est la problématique du risque. Alors, ça se traduit d'ailleurs par exemple par toutes les évolutions autour des accidents qu'il y a eu dans les tunnels et des changements à la fois d'aménagement et de réglementation. Mais on ne peut pas, à mon sens, et c'est le premier point,
on ne peut pas réfléchir sur la ville souterraine sans voir comment on l'articule avec la problématique du risque, qui est une problématique très centrale dans nos sociétés. Alors vous allez me dire, il n'y a pas que l'urbanisme souterrain qui doit être articulé avec la problématique du risque, évidemment, mais n'empêche que c'est un premier problème. Comment est-ce que je pense cela, c'est-à-dire la ville souterraine, en termes de risque, et je dirais, si on veut être positif justement, en termes de risque dominé, en termes de risque pacifié, en termes de risque géré. Le deuxième point, c'est que, et ça a été amplement développé précédemment, la ville souterraine, c'est la ville des flux. Paradoxalement, on pourrait partir de l'image qu'au contraire, c'est une ville de l'ancrage. Pas du tout. La ville souterraine, c'est la ville des flux et de deux grands types de flux très présents dans nos sociétés. Le premier, c'est les mobilités, et en particulier les transports en commun, ce qui est quand même tout à fait intéressant, avec les gares qu'on a évoquées très longuement, etc. Avec, alors, bon, j'y reviendrai dans un instant. Et puis, l'autre type de flux, c'est les flux de consommation. C'est-à-dire que quand même, on voit que fondamentalement, et les exemples que vous donniez à l'instant sont tout à fait nets là-dessus, la ville souterraine, c'est de la gare, et les tunnels qui vont avec, bon évidemment, mais c'est de la gare et du centre commercial. Après, ça peut être aussi, si on prend des exemples asiatiques notamment, ça peut être aussi un peu les bureaux, mais en général, les bureaux, ils sont au-dessus, justement. Et du logement éventuellement, et le logement, il est plutôt au-dessus aussi. Et donc, on est dans les flux avec peut-être une interrogation à avoir sur, comment dire ça, l'évolution, enfin, qu'est-ce que c'est aujourd'hui que la modernité des flux? Bon, il faudrait s'expliquer longuement, et je n'ai pas du tout le temps, mais est-ce qu'on pense les flux, en particulier les flux souterrains, comme on les pensait il y a ne serait-ce que 20 ans, ou bien est-ce qu'il y a une nouvelle pensée des flux dont il faut tenir compte? Et en particulier, je pense que c'est très intéressant quand on travaille sur les gares, et David a dit ce qu'il fallait dire là-dessus, mais c'est vrai que quand on travaille sur les gares, l'idée du flux hypercirculant, qui est contestée depuis des années par un certain nombre de gens, hein, elle ne convient peut-être pas. Peut-être bien qu'on a une idée d'un jeu entre le flux qui circule et le flux qui s'arrête, qui est à repenser un peu différemment de la manière dont on l'a fait précédemment. Et puis la troisième puis quatrième, l'espace souterrain, la ville souterraine, on l'oublie, mais, enfin on l'oublie, non on l'oublie pas, mais on y pense moins, disons. La ville souterraine, c'est aussi un espace de production. Le souterrain renvoie aussi à l'espace de production. Il y a un imaginaire des usines souterraines énorme. Tous les films, la littérature, etc., avec les usines souterraines. Il y a évidemment tout l'imaginaire lié à l'activité minière. Et il y a un peu un paradoxe, là aussi je voudrais attirer l'attention là-dessus, il y a un tout petit peu un paradoxe de ce que certains appellent la troisième révolution industrielle, c'est-à-dire c'est le rapport du numérique et du souterrain. Comment pense-t-on aujourd'hui le rapport de l'activité numérique et du souterrain? Moi, je n'ai pas de réponse, mais je pense que c'est une vraie question. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va, comme dans le souterrain préalable, il y a eu l'activité industrielle qui était quand même très marquée, présente, comment est-ce que l'activité numérique s'inscrit, pas seulement dans les pratiques, mais aussi dans les représentations du souterrain? Question complètement ouverte. Enfin, il ne faut pas l'oublier non plus, il y a l'agroalimentaire, c'est pas ici qu'on va l'oublier. Pas ici qu'on va l'oublier, mais si on était en Touraine, on parlerait des champignonnières et de je sais pas quoi. Mais il y a cette activité aussi agroalimentaire, pas très présente dans l'imaginaire, présente dans certaines fonctions et dans certains lieux, mais qui aussi doit être prise en considération. L'avantage étant que c'est plutôt des représentations positives, donc que c'est pas ça qui a priori va rendre la ville souterraine antipathique. Alors, on a là un certain nombre d'éléments
Et on pourrait dire, à partir de ces éléments, on peut faire de la ville, c'est-à-dire à la fois des fonctions, des représentations, des usages, etc. Mais peut-être est-ce qu'il manque un certain nombre de choses. Peut-être est-ce qu'il manque un certain nombre de choses, et là j'en reviens au titre de mon intervention, est-ce qu'il manque un certain nombre de choses pour constituer des systèmes de repérage pour les usagers. Et l'interrogation, c'est comment est-ce qu'on repère ces manques de systèmes de repérage, ces manques de repérage, et comment est-ce qu'on peut pallier leur absence. Alors, si on revient à des choses qui sont bien connues, encore une fois, un des problèmes du souterrain, de la ville souterraine, c'est le dedans-dehors. L'anthropologie de l'espace, les grandes anthropologies sur l'espace montrent très bien l'importance du rapport dedans-dehors et en particulier l'importance du seuil. Et on a toujours, et si on prend l'exemple de Montréal par exemple, il n'y a pas de seuil. Il n'y a pas de seuil. Et donc, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent bien dans la relation du dedans-dehors à Montréal, mais il y a aussi des choses qui ne fonctionnent pas si bien que ça, justement parce que les seuils ne sont pas travaillés. Enfin, en tout cas, c'est mon interprétation, de dire que les seuils ne sont pas travaillés. Un deuxième point aussi qui est une espèce de manque, alors c'est plus compliqué, mais c'est la question de la rue. Est-ce qu'on arrive à faire une rue souterraine? On en a fait, on a tenté d'en faire. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème de perception? Là, je renvoie aux spécialistes de la perception, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de perception et de représentation de la rue dans la rue souterraine? Et en particulier, la rue, c'est d'une certaine manière ouvert, au moins ouvert par le haut, ouvert vers le ciel, etc., etc. Comment pallier ce manque? Comment reconstituer de la rue qui soit crédible comme rue quand on n'a pas cette ouverture vers le haut? Bon, autre question. Troisième question qui était elle aussi évoquée, mais et qui est un problème que les architectes urbanistes connaissent par cœur, qui est celui du sol. C'est quoi le sol? Qu'est-ce qui fait sol? Alors c'est peut-être pas ce qui est forcément ressenti le plus fortement, mais c'est aussi un des éléments. Qu'est-ce qui fait le sol de référence? Celui qu'on va considérer comme vraiment étant le sol. Bon. Autre problème aussi. Et puis je dirais plus dans les perceptions actuelles, on est quand même dans un contexte où la demande de rapport à la nature est omniprésente. Elle est omniprésente et toute action d'urbanisme se trouve confrontée à la question du rapport à la nature. Comment est-ce que la nature est présente? Et là, enfin, comment dire, les gens, les usagers, se laissent pas facilement raconter des histoires. C'est-à-dire que le sentiment que la nature est présente, il n'est pas déclenché par la présence de 3 petites fleurs. Il faut des dispositifs un peu plus sophistiqués que ça, et il y a un vrai problème de présence de la nature, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans toute opération d'urbanisme aujourd'hui, qui est effectivement ce besoin de présence de la nature, il se retrouve dans l'urbanisme souterrain de façon un peu plus compliquée. Et finalement, je dirais que un des points très très centraux, qui là encore a déjà été évoqué, c'est la dialectique du dedans et du dessous. Je veux dire que quand je lis des choses sur l'urbanisme souterrain, ou quand je vois un certain nombre de réalisations, j'ai l'impression qu'on n'a pas attaché toute son importance, je dis bien, à la dialectique, c'est-à-dire à un rapport de jeu, d'opposition, de jeu, de complémentarité, ce que le dessus dit sur le dessous et ce que le dessous dit sur le dessus. Ceci n'a pas toujours été travaillé. Or, probablement que si on imagine de faire vraiment de la ville souterraine à grande échelle, il ne faut surtout pas la penser hors de la dialectique du dessus et du dessous. Et si je pouvais me permettre une critique un petit peu
gratuite parce que je ne connais pas le dossier si bien que ça. Mon sentiment est que dans les gares du Grand Paris, on n'a pas vraiment pensé la dialectique du dedans et du dessous. En tout cas, ce que j'en connais me donne cette impression. Et c'est tout à fait dommage parce que ça se joue beaucoup là-dessus. Alors, donc il y a ces obstacles qui sont, alors vous voyez, j'ai été les chercher moins dans les usages proprement dits que dans les représentations qui sont liées aux usages. Mais on pourrait, à partir de ces représentations, décliner un certain nombre de problèmes d'usage qui se posent. Alors, à partir de là, on peut quand même être positif, c'est-à-dire dire il y a quand même des moyens de faire. Mais il faut encore réfléchir, excusez-moi, sur une autre difficulté. Et cette autre difficulté, c'est que, je suis toujours un peu dans les représentations, cette autre difficulté, c'est que on a un peu de mal à trouver dans les villes souterraines telles qu'elles existent aujourd'hui les modèles habituels à partir desquels on perçoit les villes. Je veux dire, bon, vous avez le modèle orthogonal, le grand modèle orthogonal qui est un système de perception comme un autre, pas facile à le retrouver dans les villes souterraines telles qu'elles existent. Le réseau entrelacé, complètement entrelacé de la Médina ou de certains quartiers de villes chinoises, on ne le retrouve pas non plus vraiment, parce qu'il fait sens dans le fait que l'entrelac est très perceptible, et que justement le fait que c'est un labyrinthe n'est pas le résultat d'un hasard, mais c'est ce qui fait la ville. Là, souvent, dans les villes souterraines, c'est un peu compliqué. On a des choses pas très lisibles, mais qui ne sont pas à proprement parler des entrelacs. Et puis il y a un autre point, je dirais, il y a les places, la ville organisée à partir des places, éventuellement ça peut fonctionner assez bien dans le souterrain. Mais il y a un autre point, je reviens à ce que je disais à l'instant, c'est le double problème du skyline. Il n'y a pas de skyline dans le souterrain, il ne peut pas y avoir de skyline. Or ça joue un rôle dans la perception de la ville, sans aucun doute. Et quand on va faire du logement dans la ville souterraine, l'argument principal des vendeurs, enfin pas l'argument principal, mais un des arguments bien aimés des vendeurs de logements, c'est-à-dire la vue. Argument qui est aussi aimé des architectes et des urbanistes d'ailleurs. Bon, qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc on a ce problème du skyline et je dirais de la monumentalité. Et probablement que la clé pour répondre à ces choses-là, c'est justement la dialectique du dessous et du dedans. C'est-à-dire qu'éventuellement, c'est le dessus qui va... Le dessus et du dessous, pardon, excusez-moi, la dialectique du dessus et du dessous. C'est peut-être le dessus qui va donner ce qui manque au dessous, qui va lui donner le sens qui permet de percevoir le dessous comme vraiment de la ville. Alors, j'en arrive à mes points positifs et je terminerai là-dessus. J'en arrive à mes points positifs, ou du moins qui montrent que les choses bougent. Pas s'ils sont positifs ou pas, mais qui montrent que les choses bougent. Je vous ai parlé de catégories anthropologiques, comme par exemple, dedans-dehors, le seuil. Elles sont très prégnantes, mais en même temps, elles changent. Elles changent, et ce qu'il faudrait ouvrir maintenant, mais je me garderai un peu de le faire parce que c'est vraiment compliqué, c'est le débat sur la transformation de l'espace. Je renvoie notamment au livre de ma collègue Martina Le, qui vient d'être traduit en français, qui s'appelle Sociologie de l'espace, où elle montre bien que, et pourtant le livre a déjà quelques années, elle montre bien que notre espace change. C'est-à-dire que c'est un peu plus que la perception que nous en avons. C'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Notre espace change, c'est-à-dire l'idée de l'espace comme container de l'activité est de plus en plus mise en cause, c'est-à-dire la division contenant-contenu est de plus en plus mise en cause, que d'autre part, les approches purement euclidiennes de l'espace sont elles aussi assez fortement mises en cause, et que donc on est dans un mouvement de transformation de l'espace
qui fait que, notamment, mais il faut le dire avec beaucoup de prudence, que notamment certaines catégories anthropologiques sont, dans certains contextes, qui sont plutôt les contextes des métropoles justement, sont relativisées. Et que peut-être bien que, par exemple, avec le dedans-dehors, on peut avoir des évolutions. Moi, je suis frappé dans un certain nombre d'éléments d'architecture contemporaine par les nouveaux jeux sur le dedans-dehors. Il y a le musée de la biodiversité à Panama qui a été fait par Franck Gehry, dans lequel, justement, on a une espèce de rupture du seuil. Le seuil devient autre chose que le seuil. Le rapport dedans-dehors devient autre chose qu'un rapport dedans-dehors. Donc, c'est intéressant parce que peut-être que demain, on pourra faire des projets qui n'auront pas le problème, des projets d'urbanisme souterrain, je veux dire, qui n'auront pas le problème du dedans-dehors et de l'effet de seuil. On peut en tout cas se poser cette question. D'autre part, on a une tendance qui éventuellement est très critiquable, et je pense que les urbanistes ont plutôt tendance à la critiquer, qui est la tendance de fabrication de lieux autoréférents. Je veux dire, le lieu se suffit à lui-même, et le lieu se suffit à lui-même à travers la création d'ambiance et ce qu'on appelle l'intensité. C'est-à-dire lieu autoréférent, ambiance, intensité. Ça marche très bien dans le souterrain. Ça marche très bien dans le souterrain. On peut faire des espaces souterrains où on a une offre intense de perception, où on a une offre intense d'usage, où on a des ambiances très marquées et qui sont des lieux autoréférents. Après, moi, ma question, c'est jusqu'où on peut faire la ville en l'alignant des lieux autoréférents les uns à côté des autres. C'est un vrai problème. Mais notons que, par rapport à cette tendance-là, l'urbanisme souterrain n'a pas de problème. Et puis, je dirais que tout ce problème du rapport à la nature, qui est aussi le problème du rapport au rythme circadien, pas circassien, hein, circadien, il est relativisé par la ville 24 heures sur 24 de toute façon. C'est-à-dire qu'on vit de toute façon dans des ruptures de synchronie, dans des ruptures à la fois spatiales et temporelles, je dirais, et que de ce point de vue, l'urbanisme souterrain, c'est pas pire que le reste, je dirais. En tout cas, ça va tout à fait dans le mouvement. Donc, voilà quelques éléments qui montrent qu'il y a des ouvertures, et je voudrais conclure en insistant finalement sur ce qui me paraît quand même 3 problèmes immédiats. Alors, dans le point de vue que j'ai adopté, hein, encore une fois, ce qui me paraît 3 problèmes immédiats de l'urbanisme souterrain. Je les ai déjà énoncés, mais je veux les réénoncer en conclusion. Le premier, c'est quand même comment on joue la présence de la nature. Comment on joue la présence de la nature, qui est une demande socialement tellement forte par rapport à la production des villes, qu'il y a là une vigilance à avoir. Il faut répondre à ça, d'une manière ou d'une autre. Le deuxième point, je l'ai dit, je viens de le relativiser, mais il reste encore présent aujourd'hui, c'est la question, disons, des seuils, des entrées du dedans-dehors. Ça reste encore, même si on peut le relativiser, ça reste encore. Et le troisième point, et c'est en fait là-dessus que je voulais insister, c'était le centre de mon propos, aussi bien par rapport aux usages que par rapport aux perceptions, aux représentations, ce qui me paraît central, c'est la dialectique du dessus-dessous. Et encore une fois, je dis bien la dialectique, c'est-à-dire une interaction qui fait que l'un dit quelque chose sur l'autre, l'autre dit quelque chose sur l'un, et que ça n'est pas simplement la constitution d'un ensemble qui se trouve avoir un morceau dessous et un morceau dessus, mais que c'est une relation, et une relation qui doit être construite, et de tous les exemples que je connais, je trouve qu'il y a un peu un manque de ce côté-là, et je vous remercie.
Merci Alain.